Professeur Guébabouillego, vous êtes invité pour présenter vos différentes thématiques. Merci. Je vais commencer par m'excuser au sujet des thèmes de recherche. Pour des raisons de programme, je souhaiterais aborder un certain nombre de questions plutôt dans le cadre d'un séminaire. Je considère qu'il y a à faire une distinction entre des questions éminemment stratégiques qui ne peuvent pas encore être présentées dans le cadre d'une discussion comme celle-ci. En revanche, je récupérerai l'idée centrale de la discussion et je vais attaquer une question qui me semble importante dans le cadre de ce forum, qui est donc celui de l'ouverture des travaux de la Convention gabonaise de la diaspora, ou de la diaspora gabonaise. La question qui me préoccupe, je vais faire une approche politologique. Je préfère faire une analyse objective, même si, pour ce qui est du Gabon, si vous faites une analyse objective, on va penser que vous êtes nécessairement de l'opposition. Mais nous assumons cela puisque nous sommes au fond du côté des forces de l'opposition. La question essentielle au sujet de la démocratie en Afrique est la suivante. Comment garantir le vote du peuple? Nous savons que le peuple a fait des votes et nous savons que le peuple a voté telle ou telle personne et finalement le vote du peuple n'est pas garanti. La question fondamentale est donc celle de savoir comment garantir le vote du peuple. Dans le cadre de la réflexion qu'il m'est donné d'entamer ici et maintenant, je voudrais intervenir sur deux grands axes. Premier axe, le schéma de maintien, donc le schéma de maintien et d'alternance politique. Ça, c'est le premier axe que je vais aborder. Et le deuxième axe, c'est le schéma ou les schémas de l'alternance. Le cas du Gabon est sans précédent. Ce qui s'est passé au Gabon en 2009 est sans précédent. Et pour ma part, je respecte ceux qui, malgré tout, ont continué de se battre dans des conditions absolument incroyables. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais beaucoup de gens ne savent pas que ce qui s'est passé au Gabon est sans précédent dans l'histoire des institutions politiques d'Afrique. Des élections qui ont cours, ensuite on ne rend pas le résultat final, qu'un pays ami donne des résultats et qu'on consacre par la suite les résultats parce que les choses se sont passées de cette manière. C'est absolument incroyable. Et lorsque j'en parle souvent, je suis surpris par la légèreté avec laquelle une situation aussi grave a été abordée. La question que je me pose est la suivante. Quels sont les schémas? Quels sont les schémas de sortie de cette situation? Puisque, finalement, il n'y a que ce sont les schémas seuls qui permettent de sortir de cette situation incroyable. Lorsque je regarde tout ce qui s'est passé, je vois trois schémas. Pour le pouvoir, c'est le même schéma.
un schéma génético-monarchique, reproduire le pouvoir avec trois principes. Le premier principe, c'est la fraude électorale. Et c'est important de lire les événements de manière distincte. On a parlé de biométrie, et j'ai été surpris que la lecture de la biométrie ait été uniforme, alors que tout ce qui se passe au Gabon doit avoir deux lectures absolument distinctes. La biométrie, pour le pouvoir au Gabon, est un élément de justification de la même fraude électorale. Et il est surprenant pour l'opposition d'avoir cru un seul instant que la biométrie aurait pu constituer un élément d'opération objective en vue de l'alternance. Je ne veux pas dire que la biométrie en soi soit une mauvaise chose, mais lorsqu'on voit la société qui vient l'instruire, lorsqu'on voit les coûts que cela constitue, lorsqu'on voit l'impossibilité minimale d'une liste électorale précédant les élections, on comprend bien qu'il y a un véritable problème à ce niveau-là. Deuxième élément au sujet de la fraude. J'attire donc l'attention sur la nécessité de lire distinctement les éléments. Le 1, c'était la biométrie. Le 2, c'est l'ouverture des frontières des pays CEMAC. On ne peut pas lire ça de la même manière. Pour la Guinée, on comprend que par protectionnisme économique, la Guinée est différée cette ouverture, même si elle procède par une leçon de moralisation en estimant que les chefs d'État ont décidé, mais il y a les peuples qui doivent entériner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quoique ce ne soit pas injustifié, car les chefs d'État, pour des questions aussi importantes, doivent procéder par consultation. Les référendums devaient, à défaut de précéder la décision des chefs d'État, au moins se tenir pour. Pourquoi le Gabon s'intéresse-t-il à cette affaire-là? Pourquoi c'est si important? Que je sache, ni Omar Bongo Ondimba, ni le fils n'ont des velléités panafricanistes. Or, le processus d'ouverture est un processus d'intégration sous-régionale et régionale qui débouche sur l'État fédéral, selon la grande vision que nous connaissons. Et le Diopien qui parle, car vous le savez tous, j'hérite et continue le travail du professeur Cheikh Anta Diop, c'eût été un pays comme le Sénégal, et encore, qui était déjà très à droite, on aurait pu poser des questions. C'est simplement parce que là aussi, c'est un instrument pour justifier. Un instrument pour justifier la victoire politique. L'instrument pour justifier la victoire politique. Donc, nous avons, au niveau de la lecture des événements, la nécessité d'attirer l'attention sur ce qui peut se jouer ou pas. Deuxième critérium au sujet du schéma classique du système au Gabon, après la fraude, c'est bien entendu l'impunité. Ça veut dire qu'on fait le constat d'une fraude, c'est connu, mais on ne répare pas. C'est pour ça que là aussi, ça n'a pas de comparaison dans l'histoire humaine. On fait le constat qu'il y a eu effectivement une fraude, mais on ne répare pas. Et il y a effectivement, par rapport à ce problème, la question grave de la non-évaluation, la non-réévaluation. Si l'on constate qu'il y a eu tricherie, mais on laisse la question, on ne la discute pas. Donc la question de l'impunité. On constate qu'il y a eu des morts à Port-Gentil. On peut discuter sur les effectifs, mais on le constate. Là encore, il y a impunité. Dans tous les cas,
Le deuxième critère, c'est donc le classique du système au Gabon. Donc, 1, la fraude. 2, la force et la répression. Je dois aussi dire un mot sur la façon brutale avec laquelle l'un a été suspendu, supprimé, exclu sur le territoire national. Je crois en effet, je crois en effet que la même impunité se joue ici. Il n'y a pas eu suffisamment de discussions techniques pour aller au bout de cette affaire. En termes de compétences, en droit, dans quelles conditions peut-on, comme cela, supprimer un parti politique supposé l'avoir emporté? L'équation me semble extrêmement grave pour qu'on ait pu concéder une pareille chose. On va me dire, oui, mais bon, non, nous avons toujours la possibilité de dire non. Et quand on sait dire non, il y a la possibilité aussi de renégocier les questions. Il y a une autre manière de dire non, mais je reviendrai dessus tout à l'heure sur le schéma, le deuxième schéma. Là encore, on a constaté que l'opposition l'a emporté au niveau des élections présidentielles. Cependant, on ne tire aucune conséquence pour dire que devant cette situation, il faut apporter des correctifs. Les correctifs n'ont pas été apportés. 3, le recours aux partenaires extérieurs. Ça me semble être le troisième critère avec lequel fonctionne ce système. Donc, les partenaires extérieurs viennent arbitrer et finalement donner une orientation. C'est ce qui s'est passé pour le Gabon. Et là encore, c'est sans précédent dans l'histoire du continent africain. La question est donc la suivante. Comment expliquer que la société gabonaise ait accepté cela, si tant est qu'elle était majoritaire statistiquement? C'est une question fondamentale. Si dans les urnes elle est majoritaire, comment accepter par la suite qu'elle ait concédé le statu quo? Je vais analyser les deux éléments de réponse objective. Premier élément, on l'a dit tout à l'heure, la répression. La répression permet d'accepter la situation. Ça veut dire que si on part de ce premier élément, cela veut dire que c'est la répression, parce qu'il y a la répression, que le système doit être inchangé. Question fondamentale, est-ce que la survivance de la répression signifie aussi survivance du système? En simple logique, puisque le système est répressif et qui sera toujours répressif, et puisque il y a fraude, cela veut dire que le système sera inchangé. Donc, par rapport à cette première déduction, ça signifie qu'il faut absolument renoncer à cette attitude consistant à penser que parce qu'il y a la répression, on ne peut pas dire non, on ne peut pas se repositionner. Deuxième élément, les arrestations multiples, les situations multiples de confiscation des droits élémentaires. Alors, on va me dire, en plus de la répression sanglante qui existe, il y a que on fait des suppressions de salaires. J'ai vu mon collègue qui est passé tout à l'heure, que je salue au passage, parce que ce sont des choses qu'on vit dans la peau. Mais je voudrais vous dire aussi, puisque c'est des moments de vérité, que le professeur qui vous parle maintenant n'a pas de salaire. Il n'appartient pas forcément à un parti politique, mais comme il y a des déductions génético-ethniques,
forcément, puisqu'il a un nom, il est forcément de l'opposition. Mais si on savait à quel point je suis radical dans la recherche de la liberté, et que tous ceux qui s'y opposent, en effet, sont de l'autre côté, mes adversaires, au sens strict, au sens philosophique et politologique. On ne peut pas accepter que la répression soit, parce que répression il y a, on ne peut pas accepter cela. Je vais aller très vite pour passer au point au deuxième schéma qu'on appelle le schéma insurrectionnel. Bien que l'énoncé ait été déployé par un des membres de la résistance politique, j'entends cela dans une intelligence plus large ici. Lorsque je parle du schéma de l'insurrection, ce schéma veut dire que face au non-droit, on ne peut pas continuer de penser que c'est le droit qui aura raison du droit, puisque le droit n'a pas eu raison du droit, il n'y a que le non-droit qui puisse avoir raison du droit. Ça, c'est une première façon de voir la chose qui me semble naïve. Je crois qu'il faut aller plus loin et qu'il y a un impensé juridique du schéma insurrectionnel. Il faut le penser davantage pour lui donner des bases juridiques. Quand je parle de ce schéma, je vais au-delà de la distinction des parties. Je parle de toutes les composantes susceptibles d'être lésées ou de se sentir lésées. Et pour moi, par rapport au schéma insurrectionnel, c'est le fait de ne pas du tout s'organiser par rapport au principe d'une élection présidentielle, mais de comprendre que le peuple étant celui qui dit la légitimité, que ce peuple-là, puisqu'on ne lui a pas fait justice, a les moyens de demander que cette justice soit faite. Là, c'est la base juridique de la dialectique du schéma insurrectionnel. Ça dépasse telle ou telle personne qui ait pensé cela, mais c'est un des schémas constitutifs lorsque le peuple est lésé, lorsqu'il demande que son vote lui soit restitué. Mais pour cela, il faut justement des acteurs politiques. Et c'est là que la diaspora va jouer un rôle absolument important. Pourquoi? Le président est là, l'a dit tout à l'heure. C'est de loin qu'on a l'intelligence du système. À l'intérieur, on est englué avec des logiques comme celles qu'on a entendues tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il y a une opposition organisée. Cela date déjà du père. Les opposants sont légitimés, on les promeut, mais ils restent à la limite de la non-opposition. Mais on les promeut. Cela est connu, c'est une technique qui existe au Gabon, c'est connu.